révolution de la modernité. Faire du Congo un pôle d'intelligence et du savoir-faire. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue sur Congo d'Excellence. Bienvenue sur Congo d'Excellence, l'émission qui a la volonté de vous rendre meilleur. Vous rendre meilleur pour vous donner une vie meilleure. On vous l'a dit et on vous le redit à chaque émission, parce que c'est très important. Congo d'Excellence veut vous armer des valeurs, des bonnes valeurs qui feront de vous, demain, les artisans de nouvelles performances nationales et de l'émergence de la République démocratique du Congo aux horizons de 2030. Et sachez aussi que ces valeurs sont au centre des clés et des secrets de la réussite et du succès. Et comme à chaque émission, nous allons vous les faire découvrir. Nous sommes donc là avec vous pour un nouveau partage d'expérience qui pourra encore mieux vous éclairer sur la manière dont vous pourrez émerger et avec vous, toute la nation. Et sachez que vous êtes et resterez les principaux acteurs de cette émergence. Merci à vous tous d'être toujours aussi nombreux à vous joindre à nous. C'est donc Congo d'Excellence, l'émission qui a la volonté de vous rendre meilleur pour vous donner une vie meilleure. Bienvenue à tous. Bienvenue chers téléspectateurs sur le plateau de Congo d'Excellence. Vous l'aurez constaté, c'est presque devenu pour nous une habitude de nous retrouver ici. Nous sommes sur la place des évolués avec ses jardins, ses lumières et surtout cette fontaine illuminée. Nous sommes donc ici encore pour un nouveau partage d'expérience. Tout à fait Christelle, d'ailleurs à l'image de la République démocratique du Congo qui brille à nouveau, eh bien ce cadre où nous nous trouvons, lui, est le fruit d'une remise en état qui traduit les aspirations de toute une nation, celle de la Renaissance. Eh bien cette aspiration, nous voulons la partager avec vous, à travers les invités, à travers les valeurs que cette émission vous propose de découvrir. Eh bien, tel que vous l'aurez constaté, chers téléspectateurs, nous allons ensemble parler santé et recherche scientifique. Nous allons aussi parler parcours et valeurs qui sont mises en évidence. Mais avant tout, nous allons le faire en compagnie de nos jeunes intervenants que je salue déjà pour ce soir et surtout remercier notre public pour un soutien indéfectible. Merci à vous tous. Et sans plus attendre, je vous propose de découvrir le portrait de notre invité de ce soir. Suivez. Dans un monde dominé par la conception selon laquelle le plein épanouissement des individus est déterminé par la liberté de choisir son propre destin, le parcours du docteur Muyembe tranche par son orientation aux antipodes. En effet, c'est en accomplissant la volonté paternelle qu'il s'est réalisé lui-même, devenant ainsi médecin à une époque où rien ne laissait présager l'héroïque parcours de cet homme dont le nom est aujourd'hui étroitement associé à la lutte contre le terrifiant virus Ebola. Tout commence à Ngila en 1942, territoire de Bagata dans le district du Kwilu. Jean-Jacques Muyembe Tamfoum est venu au monde dans la province du Bandundu d'une famille de 5 enfants, dont 2 filles et 3 garçons. Ses parents, Paul Muyembe et Catherine Gayoko, sont les premiers chrétiens baptisés de la mission de Wombali. Cadet, Jean-Jacques Muyembe va démarrer son école primaire au village de Ngila à l'âge de 10 ans. Ce démarrage assez tardif était dû notamment à l'hésitation familiale de laisser partir le plus jeune de sa progéniture. À 11 ans, il est envoyé à la mission de Yassabonga dans le territoire de Massimanimba après une première année passée à la mission de Beno. Au cours de la traversée devant l'emmener à Yassabonga, il fait la connaissance de Paul Malembe qui deviendra plus tard le fondateur de l'Institut supérieur des techniques de l'information, ISTI, ancêtre de l'actuel IFASIC. C'est le début d'un parcours à succès dans ses études qui vont le conduire d'abord au collège Niati, établissement scolaire jésuite où il décrochera son diplôme d'État en 1962, puis à l'université de Lovanium en octobre de la même année. Jean-Jacques Muyembe se souvient encore avec émotion des conditions scolaires de l'époque. En tout cas, c'était une vie agréable, hein, parce que quand nous sommes arrivés là-bas, il ne fallait parler que français, du matin au soir, parler français. On allait manger dans les restaurants, on avait des salles de jeux, on faisait le football, etc. Ce parcours jésuite l'expose à une connaissance
autant linguistique que scientifique, latin, grec, flamand, mathématiques ou encore physique. La marque de fabrique des humanités scientifiques qui seront la base sur laquelle va se greffer ses acquis en médecine. Son diplôme en poche, il met le cap vers Kinshasa, alors Léopoldville, son inscription à l'université Lovanium étant confirmée. Son diplôme en poche, il met le cap vers Kinshasa, alors Léopoldville, son inscription à l'université de Lovanium étant confirmée. C'est à nouveau un parcours sans faute. Jean-Jacques Muyembe n'a jamais connu de deuxième session. Il ira jusqu'à clôturer son cursus universitaire avec une grande distinction. Ce qui lui vaut d'ailleurs d'être en pole position dans l'attribution des bourses, mais surtout de se voir réquisitionné par la plupart de ses professeurs, notamment dans le domaine de la chirurgie. Ce qui n'est pas du goût du jeune étudiant, déjà très attiré par la microbiologie à cette époque. Il va finalement évoluer dans la médecine interne pendant 3 mois comme assistant, jusqu'à la confirmation de sa candidature à Louvain en microbiologie. Au bout de 4 ans d'études, il revient au pays avec son diplôme d'agrégation en poche. Jean-Jacques Muyembe compte toujours avec nostalgie les souvenirs de son premier salaire de professeur. Mon premier salaire, ça m'avait permis de payer un congélateur, un frigo, des choses comme ça, avec mon premier salaire. Et puis, je pouvais aller à la banque, je donne la liste des revues que je veux, hein? La banque envoie l'argent à l'extérieur, et puis on m'envoie ces revues-là. Les revues arrivent à la poste. Hein? Donc, ce qui veut dire qu'il y avait une administration qui fonctionnait parfaitement. Il va entreprendre une carrière professorale fulgurante, devenant ainsi doyen à l'âge de seulement 34 ans. Il est à nouveau rappelé à Bruxelles pour intégrer cette fois l'équipe des chercheurs de l'Institut Rega pour mener des recherches en virologie. C'est le point de départ de recherches qui vont le propulser sur la scène internationale et porter haut son expertise, aujourd'hui reconnue à travers le monde. C'est aussi l'époque dorée de l'Université nationale du Zaïre, avec à sa tête Monseigneur Tchibangu. Le point d'orgue de ses travaux ont porté sur la maladie à virus Ebola lors de sa première apparition en 1976 en RDC. Alors inconnu du grand public, c'est l'équipe du professeur Muyembe qui va parvenir à isoler le virus ainsi qu'à en soigner le premier malade. À ce jour, 80% des mesures sanitaires autour de la prévention ainsi que les premiers soins sont l'œuvre de ce professeur, ayant à son actif plus de 100 articles scientifiques. Cette expertise a été une fois de plus éprouvée lors de la nouvelle flambée du virus Ebola en Afrique de l'Ouest, faisant plus de 5000 victimes, alors que la RDC a su maîtriser la 7e apparition consécutive de cette maladie, qui n'a causé que 49 morts. C'est depuis 1998 que le professeur Muyembe est à la tête de l'Institut national de recherche biomédicale, institut de recherche médicale dont les travaux portent essentiellement sur les maladies tropicales telles que la grippe, la tuberculose, la rougeole. C'est aussi la seule institution disposant d'un élevage de rats de laboratoire et le seul fabricant des kits de dépistage de la maladie du sommeil. Marié et père de 10 enfants, le professeur Muyembe ne cesse de militer pour une meilleure prise en charge de la recherche scientifique, dont il est lui-même un de purs produits, mais surtout un des plus grands promoteurs. À 72 ans, Dr Muyembe semble encore avoir à donner. Recevons-le donc ce soir à bras ouverts dans Congo. Professeur Muyembe, bonsoir, soyez enfin le bienvenu sur le plateau de Congo d'Excellence. C'est un plaisir de vous avoir parmi nous. Merci, c'est un plaisir pour moi aussi. Merci à vous d'être là. Alors, bonsoir professeur. Bonsoir. Merci encore d'avoir répondu à cette invitation. C'était donc là un extrait de votre parcours que nous venons de voir. Alors là, je m'adresse d'abord aux médecins. Est-ce que le diagnostic que nous avons posé est correct? Bon, le diagnostic est correct, mais s'il y avait encore un laboratoire, ce serait mieux. on a oublié aucun symptôme caractériel, tout c'est bon, la fiche est remplie, tout est là, passe, tout est là. Bon, on n'a pas été au microscope peut-être, c'est ça bon, que vous voulez dire. Bon, mais je pense qu'un jour, il faudrait passer par là. Alors, est-ce que ce portrait est à l'image justement de votre parcours, professeur? Je pense, je l'accepte. Ok, oui, merci à vous. Oui.
Travailler, prenez de la peine. Eh bien, la peine, le professeur Muyembe a su en tirer le meilleur parti. On l'a vu dans le portrait, il est aujourd'hui, grâce à son expertise, doté d'une réputation qu'on peut dire planétaire. Nous ne mentons pas, Christelle. Et bien évidemment, chers téléspectateurs, vous aurez constaté que c'est un homme qui est à pied d'œuvre depuis pratiquement 40 ans à travers la République démocratique du Congo. Et bien, tels des fruits qui viennent récompenser un agriculteur et témoigner de son ardeur à travailler, la réputation du professeur Jean-Jacques Muyembe lui vaut aujourd'hui une place dans le panthéon des scientifiques mondiaux. Suivez cet élément. Au premier contact, le professeur Muyembe fait l'effet d'un homme chaleureux et avenant. Derrière ce masque souriant et enthousiaste se cache un travailleur méticuleux mais surtout rigoureux. Ces deux qualités font de lui un professeur autant apprécié que reconnu, surtout de la part de ses collaborateurs, dont la plupart ont été ses anciens élèves. J'ai fait la connaissance du professeur Muyembe en 1977, donc quand je faisais en première année en médecine, c'était à ce moment-là le doyen de la faculté de médecine. Et je me retrouverai dans le jury qui a fait de moi un professeur d'université en 2009. Sa méticulosité et sa rigueur lui ont valu plus tard un crédit considérable, faisant du professeur Muyembe un des grands noms scientifiques congolais, associé au monde de la recherche scientifique, avec notamment plus de 100 articles à son actif. Il a participé à plus de 300 conférences à travers le monde et organisé plus d'une centaine en République démocratique du Congo. Une carrière qui lui a valu le respect de ses pairs et garanti une place dans les panthéons scientifiques. Entre 1974 et 2014, le professeur Muyembe a été à pied d'œuvre dans la lutte contre les différentes vagues d'épidémies qui ont déferlé non seulement sur la RDC, mais aussi à travers le continent africain et dont il a promulgué pour la plupart des mesures d'hygiène. En 1974, c'était l'apparition de l'épidémie de choléra au Zaïre. Les souches isolées ainsi que la prophylaxie mise en place sont l'œuvre du jeune professeur. L'épidémie a été stoppée au niveau de Mbanza-Ngungu dans son extension vers Kinshasa. En 1976, l'épidémie de méningite cérébrale vient secouer Kitona. Sous le guidage du professeur, l'agent causal a été isolé et les mesures générales d'hygiène mises en place. Le vaccin a ainsi été mis au point, grâce notamment au concours du professeur Muyembe. 1976 toujours, la même année où l'apparition de la fièvre hémorragique de Yambuku vient secouer la province de l'Équateur. Plus de 300 morts avaient été enregistrés en seulement 3 mois. C'est grâce au sérum de la sœur écran ramené à Kinshasa, notamment avec les efforts du professeur Muyembe, que le virus Ebola a finalement pu être isolé. 1983, le professeur Muyembe a été le président du groupe mixte belgo-américano-zaïrois sur le sida. Il a été le vice-président du groupe d'experts ayant donné la définition clinique du sida en Afrique lors de l'atelier de Bangui en 1985. 1995, nouvelle détection de la fièvre hémorragique Ebola à Kikwit, dans le Bandundu. Le professeur est à la tête du comité international de lutte contre Ebola qui sera stoppé avant son arrivée à Kinshasa. 1996, il est désigné par l'OMS pour intégrer le comité de lutte contre l'épidémie d'Ebola au Gabon. En 1999, alors en pleine guerre d'agression, il est désigné par l'OMS ainsi que le gouvernement congolais pour diriger la mission internationale de lutte contre la fièvre hémorragique de Marbourg à Ouatsa, Durba, localité alors sous l'administration rebelle. En 2002, sous l'égide de l'OMS, il a coordonné les activités de lutte contre la fièvre hémorragique Ebola, apparue en même temps que l'épizootie des grands singes au Congo ainsi qu'au Gabon. En 2012, il est à la tête de la coordination mise en place dans la lutte contre le virus Ebola, alors à sa 6e apparition en RDC. En 2014, il est sollicité par l'OMS pour parcourir l'Afrique de l'Ouest lors de la flambée de la fièvre hémorragique Ebola. Il va simultanément coordonner les travaux visant le cantonnement du virus qui est apparu aussi en RDC pour la 7e fois consécutive, cette fois dans la localité de Djera, territoire de Bouendé, province de l'Équateur. Aux côtés de ces sollicitations, il faut ajouter ses charges de professeur et de médecin dont il ne s'est jamais départi. Il est aujourd'hui auréolé d'une réputation internationale dont on ne saurait nier le mérite, tant elle rejaillit sur la nation congolaise entière et donne ainsi un véritable témoignage de son amour pour son travail. On est presque tenté de dire, professeur, que vous êtes infatigable et vous me semblez, d'ailleurs, n'ayant pas peur des mots, vous me sentez plutôt jeune.
avec un tel train de vie. Alors la traditionnelle question que nous posons à tous nos invités, professeur, c'est quoi le secret d'une telle forme? Ah, ça c'est vraiment une question difficile. Hein. Eh bien, je pense que dans la vie, il faut simplement vivre. Il faut vivre, hein. C'est-à-dire mener une vie simple. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut dormir assez, manger assez, danser assez, s'amuser assez. Il a dit danser assez. Hein. Et s'amuser assez. On n'a pas bien entendu. Hein. Okay. Et surtout, il faut savoir blaguer. Ok. Oui, parce que les rires, ça guérit tout. Et je pense que c'est ça qui est le plus important dans la vie. Alors, oui. professeur, avec Oui. un tel rythme, on croirait presque que vous n'êtes pas fait pour la retraite, alors. C'est pas pour maintenant. Ben, écoutez, je pense que si vous avez encore la force, il faut continuer à travailler. Hein? Et quand je serai fatigué, je vais me retirer. De toute façon, j'ai déjà préparé la relève. Ah, ça, j'ai des collaborateurs compétents, même plus compétents que moi, qui sont là. Donc, moi, demain, je dis, je me retire, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas un trou. Okay. Parce que j'ai déjà des collaborateurs qui sont là. De toute façon, le travail, c'est la santé, donc je pense que continuez. Hein, exactement, je pense que le travail, c'est la santé. Parce que si moi, je cesse de travailler, c'est fini. Je crois qu'en ce moment-là, vous allez préparer... les funérailles. Les funérailles. Hein? D'ailleurs, j'ai un fils qui me disait, papa, le jour où tu mourras, on va mettre sur la tombe. Hein? 15 minutes après sa mort, il travaillait encore. Donc, merci professeur. On va prendre la première question de nos intervenants. Alors, tout à fait, nous passons tout de suite la parole à Ashley Vita. Nous constatons dans l'environnement professionnel de notre pays, l'amour du travail fait défaut. Aimer ce que l'on fait et bien le faire sont tellement rares que les gens ne font le travail que pour le travail et non par amour du travail. Avez-vous une recette particulière à nous donner, professeur? Merci. Voilà, ça je crois que c'est vraiment le nœud du problème. Pourquoi nous n'avançons pas, pourquoi nous n'évoluons pas assez vite? C'est parce que il y a quelque chose qui ne va pas chez les Congolais. D'abord, l'endurance au travail. On n'a pas. Et puis, il vient au travail. Est-ce que vraiment il aime ce travail-là? Je ne sais pas. Et puis, il y a toujours des explications. Il pleut, il ne vient pas au travail. Il fait froid, il ne vient pas au travail. Il va toujours venir dire, ah non, il y avait ceci, il y avait cela. Tandis qu'en Europe, ça n'existe pas. Qu'il y ait neige, qu'il y ait pluie, qu'il y ait mauvais temps, vous devez aller au travail à l'heure indiquée. Vous voyez? Et ça, c'est l'éducation qui nous manque. Cette éducation-là, aimer le travail, beaucoup de gens n'ont pas ça. Mais ils veulent avoir les salaires, mais faire un travail minimum. Vous voyez? Moi, j'ai eu cet entraînement, je crois que c'est chez les jésuites, où on travaillait. Hein, vous entrez pour les études, là, pour le temps pour étudier. Au village, hein? Oui, bon, au village, c'est-à-dire dans l'émission. Oui, dans l'émission. Donc, il y a vraiment, on vous entraîne à l'endurance au travail. C'est cette endurance-là qui manque aux jeunes. Et puis, comme je le dis toujours à mes collaborateurs, vous travaillez en regardant la montre. Pourquoi? Donc, ça veut dire que vous devez partir exactement à 15 heures, hein? Même si le travail n'est pas fini, vous êtes prêt à le laisser, hein? Parce qu'il est 15 heures, vous partez. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Donc, vous ne pouvez pas prolonger le temps pour terminer le travail. Quand je vois, par exemple, les Américains ou bien les Japonais, allez au Japon, vous allez voir, par exemple, dans la faculté de médecine, un assistant ne peut pas quitter le service aussi longtemps que son chef de service n'a pas quitté. Et il fera tout pour apparaître, hein, que je suis endurant, je travaille, et ainsi de suite. Mais chez nous, c'est le contraire. Le patron est encore là, lui, il fait la valise, il s'en va. Voyez. Donc, il y a une éducation qu'on doit donner aux jeunes, l'endurance dans le travail, aimer le travail,
faire des recherches, vous voyez. Vous êtes à l'UPC. Bon, mais est-ce que vous allez, en dehors de cours, en dehors de syllabus ou de cours, est-ce que vous allez à la bibliothèque pour augmenter les connaissances sur ce que le professeur a dit? Est-ce que vous êtes capable de venir, quand le professeur a fini son cours, au prochain cours, vous dites non, professeur, je viens de lire ceci, ce que vous aviez dit là, c'est dépassé. Est-ce qu'il y a un étudiant qui peut faire ça? Est-ce qu'il aura le courage de le dire? Et c'est ça qui nous manque. C'est ça qui nous manque. Parce que sinon, vous allez laisser les professeurs aussi vieillir dans son enseignement, alors que vous êtes jeune, vous avez besoin d'éléments nouveaux. Bon, l'Internet, c'est pas ça. Mais il y a des livres spécialisés dans votre domaine de droit, droit constitutionnel ou droit pénal, je ne sais pas, que vous devez maîtriser, et peut-être votre professeur est en retard, et vous lui rappelez. Mais alors, sans vouloir vous couper, professeur, ok, l'endurance, l'endurance au travail, comme, je veux dire, c'est vraiment l'endurance au sens large, ça, comme pour le jogging ou le sport, il faut s'entraîner quotidiennement. Dans un contexte où, à l'heure actuelle, il y a quand même majoritairement, le monde de l'emploi est caractérisé par un chômage massif, et on sait que si beaucoup d'efforts sont mis en place, on ne pourra pas résorber ce chômage je veux dire du jour au lendemain. Comment les jeunes peuvent, quoique n'ayant pas encore un job, développer cette endurance au travail? Parce qu'il ne faut pas attendre d'avoir un job pour être endurant, il faut se préparer avant. Non. Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, le problème maintenant, le problème maintenant c'est quoi? C'est présenter à l'emploi avec des compétences. Vous voyez? Parce que les jeunes se présentent simplement avec leurs connaissances livresques. Or, si vous venez chez moi, je ne vous demanderai pas en quelle année est mort Socrate, comme ça. C'est pas ça, parce que ça vous pouvez trouver dans les livres. Je vous dirai par exemple, mademoiselle, quel est l'objet qui se trouve à gauche des lunettes ici? Ou bien, vous voyez, ça sont des choses pratiques. Mais, comme on ne vous a pas préparé pour ça, vous serez perdu. Vous n'aurez pas la maîtrise. Vous allez commencer à chercher, c'est dans quel livre on parle de ces histoires-là. Ce n'est pas ça. Vous voyez. Donc, il faut avoir une expérience pratique, une expérience professionnelle. C'est-à-dire, quand vous faites vos études de droit, faites quand même les stages. Chez tel avocat, chez tel magistrat. Mieux vaut prendre des stages sans rémunération. Oui, même sans rémunération. Il faut avoir les opportunités d'aller faire des stages. Mais même sans rémunération, il faut les faire. Il ne faut pas être trop livresque. C'est ça. La différence avec un étudiant américain, un étudiant européen, c'est ça avec nous. Nous, on reste trop théorique. Même à l'université, c'est théorique. Vous n'avez pas de pratique. Vous n'avez pas de pratique. Alors, c'est ça. Alors, quand vous allez chercher du travail, ce sera difficile parce qu'on va vous mettre en compétition. Et celui qui a un CV où on dit j'ai fait le recyclage ici, j'ai fait les stages là-bas, il sera reçu. Et vous qui n'avez que de bons résultats, distinction, mais sans aucun stage à gauche, à droite, moi je vais hésiter. Je vais dire, mais oui, celui-là, peut-être c'est simplement la théorie. Et puis il faut avoir le leadership. Le leadership, c'est quoi? Vous êtes capable aussi de diriger les autres, de travailler en équipe et de diriger les autres. Mais si vous êtes trop livresque, ce sera difficile. Vous n'aurez pas le leadership, c'est simplement répéter ce que le professeur a dit. Bon, on n'a pas besoin de pareils gens, on a besoin de quelqu'un qui conçoit, qui sait diriger, qui sait faire des propositions, qui sait travailler en équipe. Voilà. Merci. Oui. Eh bien, on va prendre la question de Florence. Oui. Docteur Mouyembe, vous avez su maintenir une certaine constance entre votre renommée et votre rendement professionnel. Là où, professeur, beaucoup s'y seraient embrouillés, comme le disent certains Quinois. Dites-nous un peu, docteur, quel secret détenez-vous pour, n'est-ce pas, concilier réputation et amour du travail?
Vous savez, la réputation, la renommée, etc. Bon, mais vous-même, vous ne sentez pas ça. Moi, quand vous me parlez de tout ça, je dis, oh, mais ce sont des choses simples que je fais. Pourquoi vous voulez en faire c'est ça. Le mois passé, là, j'étais à la London School. J'ai fait une conférence. À l'université London School of Economics. À la London School of Hygiene and Tropical Medicine, okay. À Londres. Mais je n'ai jamais vu une salle qui était remplie comme ça. Et puis alors, ils m'ont posé des questions, et parfois des questions, je pourrais dire que ce sont des questions bêtes, mais ils trouvent que vraiment c'est quelque chose d'extraordinaire, etc. Bon, moi j'étais en contact, le premier a été en contact avec les malades Ebola, à Yamboku. Mais ça ne me disait rien. Moi, je croyais que c'était une simple maladie comme fièvre typhoïde, etc. Donc, vous n'aviez pas de protection spécifique? Je n'avais pas de protection, non, je n'avais pas de protection. Et je vous dis, ce qui m'a sauvé, c'est simplement l'hygiène de base. Les principes de base. Les principes de base. Donc, les précautions universelles. Moi, je prélève les sangs, me coule dans les doigts et tout ça. Et je demande de l'eau, je lave les mains avec du savon Monganga. Et c'est tout, c'est ça qui m'a sauvé. C'est ça qui m'a sauvé. Bon, mais quand les gens me voient, ils disent, oh, mais comment vous êtes extraordinaire et tout ça. Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire là-dedans? Bon, donc, c'est un peu ça. Donc, vous m'avez appelé ici. Je vois les jeunes là, etc. Bon, je suis surpris et c'est également une joie pour moi de me trouver comme ça au milieu des jeunes qui veulent m'écouter. Mais ce que je dis, il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien d'extraordinaire. Donc, il ne faut pas croire qu'on est au-dessus de tous les autres et qu'on doit se comporter autrement. Je ne pense pas. Ce n'est pas ce que je sens. Vous voulez dire, professeur, que ce sont des choses simples, oui. Ou en tout cas des gestes et des attitudes simples, oui. Et des valeurs simples qui vous permettent de faire des grandes choses. Voilà, je crois que c'est ça. Merci à vous. Et on va prendre la dernière question de cette série. C'est au tour de Albert Chaba pour poser sa question. Alors, monsieur le professeur, ma question est de savoir, vous avez tenu bon à 72 ans, jusqu'à cet âge, franchement, vous avez tenu bon, malgré même... Merci. Malgré même la détérioration des conditions de travail actuellement. Alors, est-ce que nous aussi, actuellement, comment nous pouvons tenir lorsque nous trouvons que tout semble s'écrouler sur nous? Mais je pense qu'il faut quand même être juste, oui, juste. Beaucoup de choses sont améliorées. Bon, on remonte la pente depuis une bonne dizaine d'années. Moi, ce que j'ai dit à mes assistants, ne courez pas derrière l'argent. C'est l'argent qui va courir derrière vous après. Vous savez, bon... Moi j'ai beaucoup souffert, si je vous dis aussi, c'est que je faisais, une fois j'ai loué une maison, et puis le propriétaire, la même maison, mais encore un autre, et finalement on s'est retrouvé à 2 foyers dans la même maison. C'est bonne quinoiserie, Ah oui, bon, mais vous voyez, on est passé par là, mais je crois, moi, je me plains, mais je ne me plains pas. Je crois qu'il faut cesser de se plaindre. Les Congolais, c'est ça le malheur. Nous nous plaignons trop. Et au moment où je vous parle ici, il y a des fois, je refuse des consultations. L'OMS me demande aller en mission à tel endroit, et tout ça, ou bien, bon, la Banque mondiale m'a demandé une fois, et tout ça. Je refuse. En sachant que c'est bien payé. En sachant que c'est bien payé. Donc, si tu fais une mission comme ça, une consultation de 2 mois, tu peux vivre pendant 1 an.
Avec ça. Mais je refuse. Voilà, je refuse. Pourquoi? Je dis non, j'ai déjà un programme de travail. Je ne peux pas laisser ce travail-là parce que. Vous voyez. Mais avant, si on me disait, il y a une mission ici, je veux vite. Hein. Mais courir derrière l'argent, ça va vous ruiner. Vous êtes des étudiants à l'UPC, vous savez, il y a comme ça des professeurs qui vont d'une université à l'autre pour donner cours. Il devient, bon, si on peut dire un moniteur ou un professeur d'école secondaire. Et en ce moment-là, il se fatigue, il va vieillir vite. Hein? Moi, j'ai 72 ans, à côté de lui, hein? On va dire c'est lui qui est mon aîné. Parce que il est surmené, il est dispersé, il est dispersé, vous voyez. Et ça, c'est pas bon. Donc, il faut mener une vie régulière, comme je vous ai dit, dormir assez, amusez-vous assez, hein, et ainsi de suite. Donc, une vie régulière. Bon, et puis, organisez-vous. Le problème, c'est de s'organiser. De s'organiser. Pourquoi vraiment nous nous plaignons beaucoup, alors que quand nous voyons, par exemple, bon, je m'excuse hein, de citer le nom, un Libanais qui vient ici, il n'a peut-être pas $1000, hein, mais après 1 an, 2 ans, le monsieur devient patron. Mais ils disent que l'argent c'est ici. Et pourquoi nous-mêmes nous ne voyons pas cet argent-là? Mais les Libanais ont une culture millénaire, c'était l'empire des Phéniciens. Mais oui, mais nous devons aussi créer cette tradition-là. Tu vois? Et cette tradition, ça commence par le travail. C'est par le travail. Ne commencez pas déjà, vous commencez le travail, vous demandez un salaire élevé. Quelle est l'expérience que vous apportez là-bas? Ou bien, vous terminez parce que votre oncle est ministre, vous terminez les droits, parce que votre oncle est ministre, vous devenez le conseiller du ministre en matière juridique. Mais quelle expérience vous avez? Quel conseil vous pouvez donner à votre oncle? Non, il faut d'abord passer par les stages, etc. C'est comme, bon, je vous le dis, moi quand j'ai commencé par une voiture qu'on appelait Fiat. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez, hein? Fiat 850. Et puis j'ai payé une VW. Hein? Et puis après, bon, j'ai payé, c'est pas un Nissan. Et puis après, j'ai payé un Peugeot. Hein? Et puis après, j'ai payé une Mercedes d'occasion. Hein? Et la Rolls, c'est pour quand? Je n'en ai pas besoin. Je n'en ai pas besoin. Je pense même, si vraiment ici il y avait une sécurité pour circuler, je prendrais le vélo. Oui. Je n'ai pas besoin. Non, vraiment, il faut simplifier la vie. Et c'est ça qui est vraiment... bon, donc cessez vraiment de trop vous plaindre. C'est pas bon. C'est ça bon. Il y a même des gens qui sont fiers d'aller dire Nazali pauvre. Mais vous allez dire vous êtes pauvre. Pourquoi? Bon, nous n'avons pas besoin de savoir vous êtes pauvre. Non, oui, c'est quoi ça? Hein? Dieu vous a créé, c'est pas pour être pauvre, c'est pas pour souffrir, c'est pas pour mourir de faim. On vous a donné les mains, on vous a donné le cerveau, etc. Il faut travailler. Il faut travailler. Voilà, là je pense qu'on va évoluer dans le thème de cette émission. Eh bien professeur, c'est un des grands sujets justement auxquels nous nous sommes intéressés. Il s'agit de la recherche scientifique. C'est le domaine d'ailleurs dans lequel vous évoluez depuis un peu plus de 40 ans je dirais. Et justement vous y avez posé quelques références, si on peut parler comme ça Nathalie. Oui, corrigez-moi professeur si je me trompe, mais donc la recherche scientifique au Congo est né dans les années 30. Le ministère de la recherche scientifique a hérité des premières infrastructures et des premiers programmes de l'époque coloniale. Et évidemment, c'est un ministère
dont la matière a un caractère transversal, de sorte qu'il interagit beaucoup avec tous les autres ministères de notre pays, Christelle. Tout à fait. Alors, quelle est votre place justement dans la recherche scientifique, professeur? Élément de réponse dans cet élément que nous vous proposons de suivre. La recherche scientifique existe en RDC depuis les années 30 du siècle dernier, avec la création des instituts et centres de recherche tels que l'INEAC, l'IRSAC, l'IMT ou encore l'IGC. Après l'indépendance, de nombreux organismes de recherche ont été créés et les centres de recherche existants ont subi plusieurs réformes. Il existe aujourd'hui 3 composantes de la recherche au Congo. La recherche universitaire, qui s'effectue dans les facultés des universités, instituts supérieurs et grandes écoles, ainsi que dans les centres et instituts de recherche faisant partie intégrante des structures universitaires. La recherche publique se fait dans les centres et instituts nationaux de recherche. Ces structures sont sous tutelle des ministères. Et enfin, la recherche privée, qui est constituée des entreprises, centres de recherche privés ou encore des indépendants. Le professeur Muyembe peut être considéré à juste titre comme une référence dans la recherche biomédicale. En effet, il est à cheval sur ces 3 composantes. Il évolue notamment dans la recherche universitaire depuis 40 ans, en tant que professeur en microbiologie de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Depuis 1998, il est à la tête de l'Institut national de recherche biomédicale, structure directement rattachée au ministère de la Santé publique qui en est le titulaire. Composé de 6 laboratoires, l'INRB s'intéresse notamment à la virologie, microbiologie clinique, parasitologie, entomologie médicale, biologie clinique, ainsi qu'anatomie pathologique. Il dispose également d'un service d'animalerie qui produit essentiellement les animaux de laboratoire tels que les souris blanches, les rats blancs ou encore des lapins. En outre, ce service est équipé pour fabriquer de la neige carbonique indispensable à la conservation des souches. Enfin, il existe également à l'INRB un atelier de fabrication des mini-colonnes et échangeuses d'ions pour le diagnostic de la trypanosomiase, autrement dit la maladie du sommeil, qui est à ce jour le seul atelier de fabrication au monde. Depuis 2003, l'INRB bénéficie de plusieurs partenariats scientifiques grâce entre autres au crédit du professeur Muyembe. L'on ne saurait mentionner l'expertise de l'INRB non sans faire allusion à sa parfaite maîtrise de l'épidémie d'Ebola apparue pour la 7e fois en RDC au cours de l'année 2014. Déclarée au mois d'août dernier dans la province de l'Équateur, l'épidémie a finalement été terminée le 15 novembre 2014, annonce faite par le ministère de la Santé publique. Enfin, le professeur Muyembe évolue dans la recherche privée avec le Centre de recherche des maladies émergentes et réémergentes, en sigle CREMER. Installé dans le bâtiment de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, le centre CREMER est opérationnel depuis 2012 grâce à une étroite collaboration avec des partenaires extérieurs. Eh bien, professeur, lorsqu'on voit un tel parcours, moi je me demande, est-ce qu'une seule vie suffit? Peut-être on vous a cloné depuis vos débuts en laboratoire. Comment une seule personne peut avoir fait tout ça? C'est quand même assez étonnant. Vous avez un clone en fait. Il est en train de faire une conférence. Il y en a qui fait une conférence à Tokyo. Non, c'est pas un clone. Mais il faut simplement savoir s'organiser. Vous voyez, il faut travailler en équipe. Ouais. En équipe. Moi, je suis simplement un leader. Leader. À partir de mon bureau, je peux demander à celui-là, donnez-moi les informations sur tel domaine. Donnez-moi les informations sur tel domaine. Donc, c'est ça. C'est ça. Donc, moi, je ne peux pas être à la fois à la faculté, à l'INRB, etc. Mais je sais que tel jour, je vais à la faculté, je rencontre les gens là-bas, ils ont un thème de recherche. Alors, on discute. Qu'est-ce que vous avez trouvé? À quel niveau vous êtes maintenant? Où est-ce que nous devons encore aller? Etc. Et puis à la fin, à la fin du mois ou à la fin de l'année, on fait les bilans. Vous occupez de la grippe. Qu'est-ce que vous avez trouvé en ce qui concerne la grippe? Vous avez fait ceci. Qu'est-ce que... et ainsi de suite. Donc c'est une équipe. Ce n'est pas moi, Muyembe, qui fait fonctionner tout ça. Alors je pense que les Muyembe au pluriel, quoi, les oui. Donc, je pense que ça mérite quand même un applaudissement pour cette équipe qui vous accompagne. Oui, vraiment.
Voilà. Des véritables leçons de jeunesse, professeur, que vous donnez la main sur le cœur. Et je vais d'ailleurs inviter cette même jeunesse à pouvoir poser ces questions. Tout à fait. On va donc commencer, Nathalie, avec Hugues Bilambo. Professeur, vous seriez d'avis avec moi que la recherche scientifique nécessite une nette continuité pour garder son cap. Cependant, au sein de notre pays, ce que nous constatons, c'est que les chercheurs scientifiques congolais préfèrent aller sous d'autres horizons afin de gagner, leur vie, le mieux gagner leur vie justement. Alors, à ce fait, on se pose la question, mais comment ferons-nous pour assurer, quelles seront les pistes de solutions pour assurer la relève dans un tel contexte, professeur? Voilà, nous tous, on a eu une formation à l'extérieur. Nous tous. Moi, j'ai été formé, bon, d'abord les études de base de médecine ici, et l'agrégation, je l'ai fait en Europe. Quand j'ai fini, mes supérieurs, mes patrons, voulaient que je reste. Mais j'ai dit non, je pars au Congo. Ok? Bon, à l'époque, les conditions ici étaient très bonnes, comme je l'avais dit, je crois, dans le film. Donc, votre premier salaire, oui, tout ça, c'était très bon. Maintenant, les jeunes que nous envoyons, quand vous envoyez 5 jeunes, soyez sûr que 3 vont rester. Si vous avez la chance, 3 restent. Les jeunes se reconnaissent, ceux qui seraient restés sont en train de sourire, ceux qui planifient le départ. Bon, oui. Pourquoi? Parce que quand ils reviennent ici, il y a l'incertitude. Bon, les salaires d'abord, les conditions de logement, les études des enfants, et puis madame veut aussi travailler, et puis ainsi de suite. Tous ces problèmes-là, vous voyez? Alors, si vous ne résolvez pas ces problèmes-là, mais nous aurons toujours ce qu'on appelle le fuite des cerveaux. Le fuite des cerveaux. Ce que moi j'ai fait à l'INRB, c'est que quand il a fini, d'abord, je ne favorise plus que mon assistant aille en Belgique, s'installe là-bas avec famille pendant 3-4 ans. Moi, je suis sûr que celui-là ne reviendra plus. Alors, ce que je fais, je dis non, vous faites une bourse sandwich, si vous voulez, sandwich. C'est-à-dire, vous faites vos recherches ici et là-bas. Quand il faut aller là-bas, vous allez là-bas pendant 3 mois, 6 mois. Et puis, vous revenez. Vous faites 1 an, vous rentrez. Quand vous avez fini votre thèse, c'est sûr que vous allez revenir au Congo parce que vous n'avez pas de point d'attache là-bas. De point d'attache, n'est-ce pas, en Belgique ou bien en France. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand vous avez fini votre doctorat là-bas, vous aviez une bourse, par exemple, de 1200 €. Je demande à l'organisme ou bien à l'institut qui vous a formé de continuer à vous payer votre bourse là, de 1200 € au Congo, ici. Donc, quand vous revenez ici, on vous paye au moins pendant 1 an, 2 ans, le temps que vous vous installiez. Pendant 1 an, 2 ans, vous continuez à avoir votre bourse de 1200 €. Avec 1200 €, vous pouvez bien vivre ici. Vous voyez? Ça, c'est la meilleure façon pour retenir. Vous avez formé, maintenant il faut retenir. Parce que sinon, il va quitter, il va aller à l'OMS, il va aller à la Banque mondiale, il va aller travailler ailleurs. Donc, mais ça, je crois que les universités et les instituts devraient trouver une solution pour que quand nos assistants sont formés, reviennent, continuent à toucher leur bourse qu'ils avaient pendant 1 an, 2 ans, pour leur permettre, n'est-ce pas, de s'adapter et de s'installer. Je crois que c'est la seule façon. Bon, bien sûr, si le gouvernement a les moyens, il faut payer convenablement les gens, donner un salaire correct, de sorte que qu'il n'y ait pas de fuite de cerveau. Et ce que j'ai fait aussi à l'INRB, c'est une politique, c'est comment transformer la fuite des cerveaux en gain de cerveau. Donc la fuite des cerveaux, notre diaspora qui est en Europe a une certaine expertise. Bon, certains ont déjà l'âge de la retraite.
Donc vous dites à ce monsieur-là, revenez au Congo, à l'INRB, développez votre expertise, formez des assistants ou des chercheurs au Congo. Bon, vous venez de temps en temps, vous venez, vous repartez, mais vous avez un laboratoire à l'INRB, vous pouvez travailler avec vos assistants par téléphone, par Skype, etc. Donc, nous gagnons quand même. En ce moment-là, vous gagnez, parce qu'ils sont partis, ils ont acquis une certaine expertise, ils ont ramené cette expertise en RDC. Donc, vous avez transformé la perte de cerveau en gain de cerveau. Voilà. Merci, professeur. Nous évoluons avec les questions. Nous prenons cette fois celle de Grace Massamba. À la lumière de votre expérience, professeur, que gagnerait un jeune aujourd'hui qui voudrait se lancer dans la recherche scientifique? Dans le contexte actuel, tel qu'on le connaît ici au Congo. Oui, mais je pense que c'est ça qu'il faut. Il faut de plus en plus de jeunes qui entrent dans la recherche scientifique. Parce que si nous créons une masse critique de chercheurs, nous allons peser. Vous voyez, nous allons peser. Si je suis seul, je vais faire une réclamation auprès du Premier ministre. Il va dire, mais oui, mais c'est un grognon, on sait, c'est toujours comme ça. Mais si nous sommes 5, 10, 20, par exemple, vous faites, c'est pas la médecine, vous êtes en neurologie. Si vous êtes seul, qui va vous écouter? Mais si vous êtes 50 dans votre spécialité, ça a un poids. Ça a un poids. Et les possibilités de recherche sont énormes. Elles sont énormes. Et maintenant, on cherche simplement, si vous avez votre PhD, vous cherchez du travail. C'est le doctorat, le PhD. Oui, le doctorat, c'est ça. Vous avez votre doctorat, vous êtes d'abord médecin, et puis spécialiste, et puis vous avez un doctorat dans un domaine bien déterminé. Parce que le doctorat vous prépare vraiment pour la recherche. Mais vous n'allez pas chômer. Vous n'allez pas chômer. Si on ne veut pas vous employer ici, mais vous allez exploser en Afrique du Sud, vous allez exploser aux États-Unis, vous allez exploser en Belgique, etc. Donc, au début c'est dur, mais si vous avez la persévérance, vous persévérez, vous pouvez, n'est-ce pas, percer. Ça c'est sûr. Merci. Alors on va prendre la dernière question de cette série. La parole est accordée à Joey Banza. Docteur, du moment où la pratique médicale requiert du temps, de la force et plein de sacrifices et une ressource tellement rare, est-ce qu'il vous arrive de fois d'avoir l'impression que vous n'avez jamais eu le temps pour votre famille? Merci. Il n'a pas eu le temps pour votre famille. Surtout que vous avez beaucoup d'enfants, professeur. Ouais. Non. Moi, je pense que il faut vraiment, il faut gérer le temps. Il faut gérer le temps. Si vous semblez que, si vous croyez que vous n'avez pas le temps, alors vous gérez mal votre temps. Parce que normalement, vous devez toujours avoir le temps. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire ceci, temps pour faire ça, temps pour faire ceci, temps pour faire ça. Quand on a participé à plus de 300 conférences, organisé plus d'une centaine sur place, sans compter les urgences ainsi que les autres consultations, docteur, on se demande si vous n'avez pas des journées à 28 heures, alors que nous, on a des journées à 24 heures. Non, vous voyez, surtout ces derniers temps, vous voyez, je suis très sollicité pour les conférences pour Ebola. Donc, par exemple, le mois passé, j'ai été appelé à Londres, j'ai fait ma conférence, j'ai passé 3 jours là-bas, je reviens à Bruxelles, 2 jours après, il me rappelle, il dit non, il faut revenir, je repars là-bas, et puis quand je reviens, l'université de Montpellier m'appelle pour une conférence, je prends l'avion, je vais là-bas, quand je reviens à Bruxelles, c'est elle qui m'appelle pour faire une conférence. Bon, donc en ce moment-là, vous êtes un peu tiraillé, vous voyez, vous êtes tiraillé, mais il faut savoir mettre de l'ordre. Si vous ne parvenez pas à mettre de l'ordre, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Et est-ce que certains de vos enfants marchent sur vos pas, s'intéressent? Non, c'est comme je vous ai dit, les enfants, c'est plutôt... bon, je ne suis pas un papa qui s'est imposé comme les miens. J'allais poser la question. Oui, bon, mais bon, chacun veut un peu faire son expérience. Oui. Son expérience. J'ai un enfant qui fait la marine, qui est américain, fait la marine américaine. J'ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Il dit, ah, mais papa, je trouve que on apprend beaucoup.
Bon, il n'a pas fait la marine pour combattre, mais pour apprendre. Oui. Et il y a beaucoup de voyages, il voit les mers, il voit ceci, il voit ça. Bon, c'est un peu ça, mais il faut laisser les enfants faire ce qu'ils... Nous devons donner aux enfants l'occasion de réaliser leurs rêves. Voilà, c'est ça. Si votre enfant dit qu'il a réalisé son rêve et qu'il se sent épanoui dans ce travail-là, même s'il devient maçon, il faut les féliciter. Il n'a pas de solution. Autant qu'il fait un bon maçon. Ok. Merci professeur. Eh bien cette émission continue, nous sommes toujours en compagnie du professeur Jean-Jacques Muyembe Tamfoum, grand spécialiste et pionnier de l'isolement du virus Ebola en 1976. Le professeur Muyembe fait partie aujourd'hui des plus grands spécialistes dans la gestion des épidémies de cette terrible fièvre hémorragique qui à l'heure actuelle est en train d'endeuiller fortement une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. On parle de pays comme le Sierra Leone, le Sénégal, le Mali ou encore la Guinée. Le professeur fait partie, donc on l'a dit, des plus grands spécialistes de la discipline. Il est sollicité partout dans le monde et il faut quand même féliciter la République démocratique du Congo qui jusqu'ici a su parfaitement gérer ces nombreuses crises, Christelle. En effet, Nathalie, le Congo a justement exporté son expertise à travers le professeur Muyembe que nous avons sur ce plateau aujourd'hui. Eh bien, en preux chevalier, on l'a vu sillonner justement ces pays mentionnés qui ont été fortement touchés par le virus Ebola. Et pendant ce même temps, il a réussi justement à contenir le virus ici en République démocratique du Congo. Double mention donc pour le professeur Muyembe. Tout à fait, tout à fait. Parce que quand le Congo est premier quelque part, eh bien nous sommes tous contents et c'est ce genre d'exemple dont a besoin la jeunesse. Il faut le préciser d'ailleurs que la RDC a connu cette épidémie entre 1976 et 2014 avec un petit moment de panique en 95 lorsque l'épidémie va se trouver aux portes de Kinshasa, à Kikwit. Jamais elle n'avait été aussi proche de la capitale et à chaque fois vous êtes investi, engagé pleinement pour lutter contre cette épidémie. On vous en remercie, professeur, vous et toute votre équipe. Et pourtant, chers téléspectateurs, on croirait à peine à ces exploits, tant l'homme que nous avons ici devant nous a su cultiver une valeur exceptionnelle, celle de la simplicité, Nathalie. Tout à fait, et n'en rajoutons pas plus, découvrez-le dans cette émission. Autre aspect du captivant personnage qu'est Jean-Jacques Muyembe, c'est cette simplicité qui imprègne son être tout entier. La plupart de ses collaborateurs tiennent un discours proche de la panégyrique à l'égard d'un supérieur qui a d'abord été professeur. En fait, le professeur Muyembe, je l'ai connu premièrement en tant qu'étudiante. Il m'a donné cours de microbiologie en deuxième gradure. Il nous a marqué d'abord par sa simplicité. Je dirais que le professeur Muyembe, c'est un exemple, d'abord par son intelligence, par sa façon de réfléchir et puis par sa simplicité. Il a l'esprit ouvert et cet esprit-là, il incarne aussi en nous. C'est un grand homme, mais extrêmement modeste. Un homme respectueux et un homme qui est respectueux. Beaucoup d'admiration pour ce professeur qui est vraiment... C'est quelqu'un de très simple, mais qui a des idées géniales. C'est très grand humaniste pour moi. Qui pense vraiment en bien pour notre pays. Accessibilité, ouverture, la combinaison gagnante qui a valu au professeur Muyembe un rayonnement sans précédent. Eh bien voilà professeur, ce sujet a été très éloquent et nous allons donc en profiter pour commencer cette série de questions et ça va être avec... Grâce Tchunza. Monsieur le professeur, je vous ai suivi, j'ai envie d'être comme vous. Laquelle des qualités que j'envie? La simplicité. N'avez-vous jamais eu peur que les autres n'abusent de cette simplicité? Et pour aller au-delà, je dirais même votre humilité.
Franchement, je n'ai jamais senti l'honneur qu'on me doit. Mais j'ai toujours senti, c'est comme si on me demandait un service et je rends ce service-là. Je ne sais pas, l'honneur c'est quand vous partez, hein, vous êtes là quand j'entre, vous êtes tous debout, vous applaudissez, bon, ça c'est l'honneur. Mais moi, quand j'entre, bon, si vous m'applaudissez, c'est simplement pour dire qu'il va nous donner un message. Et je donne le message de façon de plus simple. Je n'ai jamais eu peur des gens qui vont me copier ou bien qui vont... non, j'aime partager, je partage. Même quand je fais mes diapositives, hein, je les remets. Sous forme donc de PowerPoint. Je ne mets pas de clés dessus. Si vous voulez utiliser ça, tout ce que je demande, c'est quand vous utilisez mes diapositives, dites que c'est le professeur Muyembe qui m'a donné ces diapositives-là. C'est tout. Sinon, c'est vraiment tout se fait dans la simplicité, dans la transparence, avec l'arrière-idée d'aider les autres, de rendre service, pour que les autres puissent transmettre les messages que je n'ai pas pu transmettre. Hein, donc, ils les transmettent aux autres. Si ça peut aider, c'est ça que nous cherchons. Voilà, ben, la dernière question, c'est... Celle de Fatouma. Alors, voilà, c'est pas un secret, vous êtes une référence internationale dans une maladie qui a fait trembler le monde entier, et ça ne nous a pas empêché de rester simple, là où d'autres peut-être se seraient enorgueillis. Alors, cette simplicité, cette humilité, comment est-ce que vous avez pu la gérer et quels bénéfices vous en retirez à votre quotidien? C'est toujours le même problème, hein? Comme vous ne vous voyez pas simple ou compliqué. Oui, c'est toujours le même problème. Hein? Les bénéfices que j'en tire, par exemple, ce soir, vous m'avez invité, je me trouve devant vous, c'est ça le seul bénéfice que j'ai. Hein? C'est ça le seul bénéfice que j'ai. Et franchement parlant, j'aime partager les connaissances. Je suis prof, c'est pour transmettre les connaissances. Si j'ai généré des connaissances, je ne peux pas les garder pour moi, je dois les donner aux autres. Et on n'a pas à devenir orgueilleux parce qu'on a fait ceci, parce qu'on a fait ça. Jamais. Jamais. Eh bien, la jeunesse, professeur Muyembe, d'abord, merci d'avoir répondu à l'invitation du Congo d'Excellence. Et vous devrez certainement savoir, en tant que médecin, que la jeunesse constitue aussi l'un des plus grands atouts que possède la République démocratique du Congo, où plus de la moitié de la population a moins de 20 ans. Et maintenant que nous vous donnons la tribune, professeur, quel message pouvez-vous apporter justement à tous ces jeunes qui vous regardent aujourd'hui? Bon, comme on dit toujours, hein, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Mais la jeunesse a ses rêves. Et nous devons, les adultes, nous devons absolument aider la jeunesse à réaliser ses rêves. Comment? Mais par des modèles. Hein? Par les modèles, comme vous suivez là, les modèles de ceux qui ont réussi, entre guillemets, ont réussi dans la vie. Hein? Et ce sont des modèles qu'il faut suivre. Et moi, je pense que avant tout, c'est le travail. Donc, il faut préparer les jeunes à travailler, hein, à avoir l'endurance dans le travail, à aimer le travail, à travailler, à faire ce qu'on aime, hein, et le faire bien. Vous voyez, c'est surtout ça. C'est comme je vous ai dit, il vaut mieux être un très bon maçon qu'être un mauvais médecin. Tout à fait. Voilà, je pense que ça a été une très belle soirée. Et je garde un très bon souvenir de cette soirée et j'ai appris beaucoup. Hein? J'ai appris beaucoup. Je ne sais pas si je vous ai donné quelque chose, mais enfin, j'ai appris beaucoup de vous. Merci beaucoup, professeur. Vous nous donnez envie de nous recycler. En tout cas, on
on espère pouvoir avoir un jour, enfin non, la chance, je ne dirais pas, mais en tout cas le courage de vous accompagner, peut-être faire un reportage, hein, Christelle, au cas où il y aurait une autre épidémie un jour. En tout cas, ça serait très intéressant. Moi je pensais que tu allais dire, ah oui, quand vous aurez le prix Nobel à Stockholm, où ça? À Norvège, à Stockholm, vous allez m'accompagner. Mais bien sûr. Ah oui, moi je serais content. Hein. Prix Nobel, allez, c'est bien. Voilà, en tout cas, professeur, merci beaucoup, merci de votre contribution. C'était véritablement un plaisir. Nous avons appris beaucoup. Nous, on a eu la chance de vous rencontrer en dehors. Comme je dis, hein, c'est vraiment passionnant ce que vous faites. Et je pense que les jeunes ne doivent pas avoir peur de ce genre de métier. Il y a des très bons professeurs, comme le professeur Mouyembe, qui expliquent simplement les choses. Ne vous sous-estimez pas. Vous pouvez vous engager dans ce genre de carrière. Elles sont aussi faites pour vous. Et il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. En tout cas, nous, on vous remercie beaucoup de tout ce que vous nous avez appris et de tout ce que vous avez partagé avec notre jeunesse. Encore merci à vous. Et nous adressons également nos sincères remerciements à nos intervenants pour leur grande contribution, de leur disponibilité et surtout du magnifique public que vous avez su être. En tout cas, merci encore d'être resté aussi tard dehors. Et quant à nos chers téléspectateurs, merci à vous pour votre attention et à très bientôt pour un nouveau partage d'expérience dans Congo Déclic.